Dans les terres arides et sauvages de l'Australie, un murmure ancien circule encore parmi les peuples aborigènes. Un récit transmis de génération en génération, chargé de peur et de respect. Celui des Pankalanka, de gigantesques créatures humanoïdes, à la force surhumaine et à l'appétit inquiétant. Selon les anciens, ces êtres vivaient dans les régions les plus inaccessibles du bush australien. Ils mesuraient plusieurs mètres de haut, leur peau était sombre comme la terre brûlée par le soleil, et leurs yeux brillaient d'une lueur inhumaine dans la nuit. Mais ce qui les rendait vraiment terrifiants, ce n'était pas seulement leur taille. C'était leur comportement. Les Pankalanka, dit-on, n'étaient pas simplement des géants. Ils étaient anthropophages. Des chasseurs d'humains. Dans certaines versions de la légende, ils attendaient les voyageurs isolés, les suivant en silence avant de frapper. D'autres récits parlent de groupes entiers qui disparaissaient, sans laisser de traces, sauf quelques empreintes immenses dans la terre et des bruits étranges dans la nuit. Ces histoires sont-elles de simples mythes nés de la peur de l'inconnu? Ou pourraient-elles être les échos déformés d'une ancienne réalité? Une espèce humaine oubliée, ou peut-être quelque chose d'autre que la science moderne refuse de reconnaître. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de cette énigme. Entre traditions orales, témoignages troublants et théories cryptozoologiques, découvrons ensemble ce que cache la légende des Pankalanka, les géants cannibales d'Australie. Dans la vaste mosaïque des traditions orales aborigènes d'Australie, on trouve des créatures qui échappent à toute classification connue. Parmi elles, les Pankalanka occupent une place à part. Ni dieux, ni simples esprits, ils sont décrits comme des géants de chair et d'os, capables de parcourir de longues distances, de survivre dans les environnements les plus hostiles et surtout, de traquer l'homme. Mais qui était-il exactement? Et d'où vient ce nom étrange? Pankalanka? Le terme viendrait de plusieurs dialectes aborigènes du centre et du nord du continent, même si son orthographe varie selon les tribus. Certaines sources évoquent des variantes comme Pankalinga, Pankalanka ou encore Pankarlanga. Dans tous les cas, il désigne une entité humanoïde d'une taille colossale, souvent associée aux montagnes, aux gorges profondes ou aux zones interdites du bush australien. Les récits décrivent des êtres mesurant entre 2,50 et 4 mètres de haut, avec des membres puissants, une pilosité abondante et un visage proche de celui des humains, mais toujours un peu trop difforme. Une bouche large, des dents pointues et un regard intense, capable de paralyser les animaux de peur. Selon plusieurs légendes, les Pankalanka ne vivaient pas avec les hommes, mais à leur marge. On disait qu'ils sortaient surtout la nuit, pour chasser, observer ou enlever. Certains mythes racontent qu'ils descendaient des collines à la recherche de proies humaines, attirés par les feux de camp ou l'odeur de la viande. Les enfants étaient mis en garde, ne t'éloigne pas dans le noir, sinon le Pankalanka viendra te chercher. Mais contrairement à d'autres figures mythologiques comme le Bunyip, créature aquatique semi-spirituelle, les Pankalanka étaient perçus comme réels, incarnés, dangereux. On retrouvait parfois, au petit matin, des traces énormes dans le sol, mesurant plus de 40 cm de long, accompagnées d'empreintes profondes comme si quelque chose de très lourd avait marché là. Aucun animal connu ne correspondait à ces marques. Des chercheurs en traditions orales, notamment dans les années 60 et 70, ont été frappés par la cohérence des descriptions données par différentes tribus, parfois séparées par des centaines de kilomètres. Même s'il existait des différences dans les détails, une constante revenait. Le Pankalanka était un géant anthropophage, craint, respecté et parfois vénéré. Fait intéressant, certains récits aborigènes ne condamnaient pas tous les Pankalanka. Certains étaient vus comme des esprits protecteurs de territoires sacrés. Des sortes de gardiens de l'ancien temps, là pour punir ceux qui violaient les lois tribales ou pénétraient dans des lieux interdits. Ce double visage, à la fois destructeur et sacré, donne au Pankalanka une dimension plus complexe que celle d'un simple monstre. Alors, simple invention destinée à inculquer la peur du danger aux jeunes générations? Ou souvenir lointain d'une rencontre avec une autre forme d'humanité, disparue depuis longtemps mais dont l'empreinte a survécu à travers les chants et les récits? Dans un continent aussi vaste que l'Australie, encore parsemé de zones inexplorées, où le passé semble parfois plus vivant que le présent, la frontière entre le mythe et la réalité devient floue. Et c'est justement dans cette zone grise que vivent encore les Pankalanka. Si les légendes sur les Pankalanka ont traversé les âges, ce n'est pas uniquement grâce aux mythes traditionnels. En réalité, plusieurs témoignages modernes, souvent recueillis dans des communautés isolées, laissent entendre que ces créatures auraient été aperçues bien plus récemment qu'on ne le pense. Dans les années 1930, un missionnaire installé dans le territoire du Nord aurait consigné dans son journal une conversation étrange avec un ancien du peuple Pidjan Jadjara.
l'homme lui aurait raconté comment, dans sa jeunesse, il avait vu un être immense, noir et nu, sortir d'une grotte au coucher du soleil. Il le décrivait comme un homme gorille qui poussait un cri guttural et laissait derrière lui une odeur insupportable. Ce récit, noté à la main et resté dans des archives locales, correspond étonnamment bien à d'autres témoignages collectés au fil des décennies. Plus récemment, dans les années 1980, un groupe de randonneurs a signalé, dans les flancs des Ranges, sud de l'Australie, avoir entendu des bruits étranges, comme des pas lourds, et découvert des empreintes bien trop grandes pour appartenir à un homme. L'un d'eux, guide expérimenté, a raconté que les traces avaient la forme d'un pied humain, mais qu'elles faisaient plus de 45 cm de long, avec un espacement qui laissait penser à une créature mesurant plus de 3 mètres. Citation extraite d'un rapport amateur retrouvé en 1992. Ce n'était pas un kangourou, ni un émeu. Ses pas résonnaient dans le sol comme ceux d'un géant. Et puis, il y avait cette sensation, comme si on était observé. De telles histoires, bien qu'isolées, sont nombreuses et dispersées à travers tout le continent. Ce qui frappe, c'est la cohérence des descriptions. Grande taille, allure bipède, apparence proche de l'homme mais avec des traits simiesques, et un comportement à la fois fuyant et menaçant. Dans certaines communautés aborigènes, il est même tabou de prononcer leur nom. Les anciens disent que parler d'un pankalanka peut attirer son attention, surtout si on le fait la nuit. D'autres, au contraire, acceptent de raconter les légendes, mais uniquement sous forme de chants ou de Dreamtime Story, ces récits sacrés qui relient le monde visible aux dimensions spirituelles du passé. Un anthropologue australien, le professeur David M. Chandler, a consacré une étude à ces récits dans les années 1970. Il concluait que, même si aucune preuve physique n'avait été trouvée, la persistance du mythe dans des régions très éloignées les unes des autres pourrait indiquer l'existence d'un souvenir collectif d'une espèce aujourd'hui disparue ou du moins perçue comme telle. Certaines théories évoquent la possibilité que les pankalankas soient une réminiscence d'un groupe d'humanoïdes primitifs, comme des descendants de Homo erectus ou d'une branche inconnue, restés isolés dans les zones sauvages d'Australie. D'autres avancent l'hypothèse d'un effet psychologique ou culturel, une sorte d'archétype du géant sauvage, né de la peur des territoires inexplorés. Mais dans un pays où la tradition orale est aussi précise que les documents écrits, peut-on vraiment balayer ces témoignages comme de simples superstitions ? Face à la richesse des récits aborigènes et à la constance de certains témoignages contemporains, une question persiste. Les pankalankas ont-ils réellement existé? Et si oui, de quoi s'agissait-il? Une espèce humaine éteinte? Une créature inconnue? Ou simplement une construction symbolique issue de la mémoire collective? Pour les passionnés de cryptozoologie, les pankalankas sont souvent associés à d'autres figures mystérieuses du même genre, comme le yowie australien, le sasquatch nord-américain ou encore l'almasty d'Asie centrale. Ces êtres partagent plusieurs caractéristiques: grande taille, allure bipède, comportement fuyant et surtout une absence totale de preuves matérielles directes, malgré la multiplication des récits. Certaines hypothèses avancent l'idée que les pankalankas pourraient être les derniers souvenirs déformés d'un hominidé préhistorique, comme Homo erectus ou Homo floresiensis, qui auraient survécu plus longtemps que ce que l'on pensait, dans des régions reculées du monde. Si l'on considère que l'Australie a été peu explorée jusqu'au XXe siècle et que certaines zones restent encore aujourd'hui inaccessibles ou protégées, cette idée n'est pas complètement absurde. Une autre piste évoque la possible confusion avec des tribus isolées dont les membres étaient particulièrement grands ou vivaient selon des modes de vie très différents. Dans ce cas, les histoires de géants anthropophages auraient pu naître d'une confrontation ou d'un conflit ancien entre groupes humains très distincts. Mais il y a aussi l'hypothèse culturelle, celle qui voit dans le pankalanka un archétype symbolique, un gardien du territoire qui incarne les peurs liées à la transgression des lois tribales. Dans de nombreuses cultures, les figures de géants sauvages ou de monstres anthropophages apparaissent dans les récits pour réguler les comportements, marquer des interdits ou transmettre des leçons de survie. Le pankalanka, dans ce contexte, serait une métaphore puissante, enracinée dans l'environnement rude et parfois impitoyable de l'outback australien. Les anthropologues soulignent aussi un point essentiel. Dans la tradition aborigène, la frontière entre le spirituel et le physique est floue. Ce que les Occidentaux considèrent comme un mythe ou une fiction peut être, pour une communauté aborigène, une vérité vécue, inscrite dans le temps du rêve, Dreamtime, cette période sacrée où les ancêtres créèrent le monde, les paysages et les lois. Alors, doit-on considérer les pankalankas comme réels? Tout dépend de ce que l'on entend par réel. Si l'on attend des ossements, des poils ou des vidéos claires, alors non, rien de tout cela n'a jamais été découvert. Mais si l'on accepte l'idée que la mémoire collective peut conserver la trace d'un événement, d'une présence ou d'un danger,
alors peut-être que ces géants mystérieux ont bel et bien marqué l'histoire à leur manière. En fin de compte, la science reste prudente, la cryptozoologie garde espoir, et les légendes continuent de vivre. Pour comprendre véritablement la place des Pankalankas dans la culture aborigène, il ne suffit pas de les regarder à travers le prisme de la science occidentale ou de la cryptozoologie. Il faut aller plus loin, dans le récit sacré, dans le cœur même du Dreamtime, cette période originelle qui structure la vision du monde de nombreux peuples autochtones australiens. Dans cette cosmologie, le monde physique n'est pas séparé du monde spirituel. Les montagnes, les rivières, les arbres, les animaux et même les vents ont une essence, une mémoire, une histoire. Et au sein de ces récits, certains êtres jouent des rôles essentiels dans l'équilibre du monde. Ce sont les ancêtres totémiques, souvent puissants, parfois redoutables. Les Pankalankas, dans certaines traditions, ne sont pas des monstres, mais des gardiens. Des protecteurs de lieux sacrés, de chemins interdits ou de frontières entre les mondes visibles et invisibles. Ainsi, dans plusieurs récits recueillis dans le désert de Tanami ou dans les monts Macdonnell, les anciens racontent que les Pankalankas punissaient ceux qui enfreignaient les lois du rêve. Ils apparaissaient aux chasseurs imprudents, aux jeunes qui osaient pénétrer des sites rituels interdits. Leur apparence effrayante ne visait pas tant à terroriser qu'à préserver un ordre ancien, un équilibre entre l'homme, la nature et les esprits. Dans ce contexte, les récits de cannibalisme ou de disparition peuvent être lus symboliquement. Ils parlent de la conséquence de la transgression, de ce qui arrive à ceux qui oublient le respect des terres et des règles transmises. Les Pankalankas deviennent alors des archétypes de justice, ni bons, ni mauvais, mais porteurs d'un pouvoir ancien. D'ailleurs, dans certaines cérémonies, leur nom est évoqué avec prudence, ou même évité. Il est courant que les histoires les concernant ne soient racontées que dans des contextes rituels, à certains moments de l'année, ou uniquement entre initiés. Cela souligne que leur présence dépasse le folklore. Ils sont encore perçus comme actifs, comme des entités qu'il ne faut pas déranger inutilement. Pour beaucoup d'Occidentaux, cela peut sembler étrange, voire incompréhensible. Mais dans la logique aborigène, où chaque être vivant, chaque lieu, chaque phénomène naturel est connecté à un récit ancestral, les Pankalankas ne sont pas de simples créatures. Ils sont des repères spirituels, des manifestations d'une mémoire collective profonde, transmise sans écriture, mais avec rigueur, respect et intention. Ce regard nous invite à une posture plus humble. Au lieu de chercher à prouver ou démystifier, il s'agit peut-être simplement d'écouter. D'accepter que certaines vérités ne se mesurent pas en os, en ADN ou en photos floues, mais en récits transmis avec une précision impressionnante sur des milliers d'années. Nous avons commencé cette exploration en évoquant un murmure ancien, celui des Pankalankas, ces géants anthropophages que les anciens aborigènes redoutaient et respectaient. Aujourd'hui encore, leur nom résonne dans les récits sacrés, dans les empreintes laissées dans le sable rouge et dans les silences des territoires oubliés. Sont-ils réels? Ont-ils un jour marché sur cette terre, traquant les voyageurs solitaires? Ou ne sont-ils que des échos symboliques, des figures chargées de transmettre des lois, des peurs, des mémoires? Une chose est sûre, le mystère demeure, et c'est peut-être cela qui rend leur histoire si puissante. Si cette légende vous a intrigué, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucun nouvel épisode de notre série sur les créatures de la cryptozoologie. Et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Mythe? Mémoire enfouie? Ou trace d'un monde oublié? Nous, on continue à creuser. À bientôt pour une nouvelle énigme.